Le point. Bonjour à tous, citoyennes, citoyens, bienvenue dans le Tacle du lundi, le podcast consacré au foot du Point est diffusé le lundi, voilà, c'est assez évident. Dernier numéro de l'année et une tablée là extraordinaire, là c'est la fine fleur du foot. Il est content, il a mis 10 buts, ça lui est pas arrivé depuis 15 ans. Le Bordelais, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Salut Florent, salut à tous. Contre une grande équipe en plus. Hein. Ah ouais, ça a permis de faire une belle exposition à ce football de Mayotte qu'on connaît peu, mais de belles images de communion hier au Matmut Atlantique, donc ça fait plaisir. Ah, c'est magnifique. Thomas Strasbourgeois-Muller est là. Pour le voyage d'ailleurs. Ça. Donc vous me coupez la parole, Non, je vous présente. excuse-moi, non. Thomas Strasbourgeois-Muller, l'Alsacien, qui est très en forme aussi. Bonjour hein. Florent Baraco. Bonjour, très en forme. Très bien. Ce sont les fêtes de fin d'année et donc le Père Noël est passé et nous a déposé un beau présent, l'infernal, le diabolique, mais l'indispensable Stéphane Guy. Bonjour Stéphane. Bonjour les amis, citoyens, bonjour. Vous êtes de retour. Un gros cadeau sous le Ah. sapin, croyez-moi. Non, on est ravis de vous avoir. Lourd, ça pèse lourd, Stéphane Guy. On rappelle que vous commentez les matchs, que tu commentes, on va se tutoyer, hein, Bien les sûr, matchs bien sûr. sur RMC, qu'on t'écoute aussi dans l'after. Exactement, avec plaisir. Donc on remercie nos amis d'RMC de t'avoir prêté. Voilà, exactement. Pour tacler, est-ce que la cheville va bien? Parce que là, ça va tacler. Hein. J'ai mis des gros protèges tibia pour y aller franchement. Alors on Je salue... suis une sorte de Harry Kane du lundi ou de Andrew Robertson pour ceux qui auraient suivi un peu la journée anglaise du week-end. Eh ben ça promet, ça va être sympa. On salue nos amis qui sont déjà partis en vacances parce que c'est vraiment on est entouré de feignants, hein. Emmanuel Durger et Julien Rebucci. On salue Olivier Perroux qui est qualifié sur tapis vert vous savez la C7, la C8, là je sais plus ce que c'est que cette Coupe d'Europe. Bref, je rappelle le principe de l'émission. Chaque participant a 1 minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, donc un carton jaune ou un carton rouge. Et pour ce dernier numéro d'année, on va faire un bilan de 2021 et je crois qu'il y a des choses à dire parce que c'est passé quelques petits trucs pendant cette année. Et on va demander à Adrien de commencer. Bah oui, chers camarades, quand même, on a vécu une année où le football a été l'objet de toutes les convoitises. Malheureusement, dans une quête prioritaire de profit, l'épisode de la Super League a été le plus significatif au printemps dernier. 12 grands clubs qui s'associent entre eux pour ne jouer qu'entre eux, reniant ainsi les autres équipes sur le seul principe qu'elles ne génèrent pas assez d'argent. Et oui, souvenez-vous, des équipes comme Tottenham et Arsenal étaient dans ce fameux gratin européen, alors que ces équipes ne sont plus des cadors du vieux continent. La méritocratie n'existe plus. Si vous êtes des équipes comme l'Atalanta ou Leicester qui ont pourtant bien bossé, votre parcours ne les intéresse pas, juste la taille du portefeuille. Après 48 heures de folie, le football a repris ses esprits. C'était sans compter sur la réforme annoncée de la Ligue des Champions avec 2 fois plus de matchs d'ici 2024, des phases de groupe à 10 et des joueurs qui ne se reposent quasiment jamais. Dans sa quête de nouveaux publics, Andrea Agnelli, président de la Juventus, j'en profite pour saluer le camarade Julien Rebucci, a annoncé vouloir raccourcir les matchs ou encore mieux, créer des abonnements spéciaux pour le dernier quart d'heure uniquement. On aurait aimé que cette créativité soit mise au service du mercato de son équipe, rentrée tristement dans le rang. Encore tout récemment, on a entendu le vice-président de l'UEFA indiquer que des sélections sud-américaines seraient invitées à jouer en Ligue des Nations, pourquoi pas. Voilà, le message est simple, si on ne peut pas faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, on passe en force. D'ailleurs, le temps de faire cette chronique, peut-être qu'on aura l'annonce d'une nouvelle compétition, pourquoi pas un tournoi en Antarctique ou sous l'océan. L'imagination de nos dirigeants n'a pas eu de limite, dommage que le football n'en bénéficie pas. Oh là, ça taxe sévère là. En forme, Ouais. Adrien, aujourd'hui. Ouais. Moi, je le considère régulier, voilà. Très régulier, ouais. Tacle régulier. C'est vrai Ah. qu'on a vécu une On saison ouais. avec des innovations comme Alors, ça. il y a un pôle démagogique quand même, parce qu'il y a quand même des vraies bonnes questions posées par ce projet de Super League, je pense, en tous les cas. Je pense que on s'ennuie beaucoup à regarder des équipes au budget surdimensionné face à des clubs qui financièrement ne peuvent pas suivre. Donc, il faut quand même trouver des solutions. Je pense qu'il y a une vraie question sur le calendrier international et sur le football des sélections. On ne peut pas en rester avec des Géorgie-France, des Finlande-France, des matchs qui intéressent quand même un public très limité. Donc il y a des vraies bonnes questions. Après, les réponses évidemment apportées par les super riches ne seront jamais celles du bon peuple du football. Là où on peut nuancer, alors moi c'est un tacle tout à fait licite, mais là où on peut nuancer le constat d'Adrien, c'est que pour la première fois, le peuple du football, surtout anglais, s'est révolté et a fait capoter un de ses projets, alors qu'avant tout passait, la VAR, etc., tout est passé. Là, il y a eu quand même une sorte de rébellion. Oui, alors, c'est très paradoxal parce que d'un côté on salue cette rébellion, de l'autre côté on voit des fans de Newcastle accueillir à bras ouverts des investisseurs saoudiens.
dont on comprend pas vraiment ce qu'ils viennent faire là, et on a affaire avec le public de Newcastle justement à l'un de ces publics qu'on aime, puisque c'est un club qui a rien gagné depuis Mathusalem, 70 ans je crois, et qui malgré cela continue de nourrir une ferveur populaire absolument incroyable. Donc il y a plein de paradoxes, on est tous un peu tiraillés comme dans la vie de tous les jours entre le fric et puis la passion, quoi, la passion pure. C'est ça, le principe de Super League, ça a servi à des supporters, je pense à Manchester United, à Arsenal, pour vraiment avoir le déclic de faire partir ces dirigeants auxquels ils ne reconnaissaient plus leur club finalement. Mais d'un autre côté, c'est celle que je regrette, elle a été trop rare, c'est la parole des joueurs. Voilà, on a eu quelques messages de protestation, je me souviens de Bruno Fernandes, de Toni Kroos, mais on aurait voulu que ça aille plus loin, que vraiment les joueurs prennent la parole, parce que c'est leur métier, c'est leur fonction. Et quand on parle du calendrier, c'est très juste. Un Bruno Fernandes qui dispute 80 matchs en un an, un rythme de joueur NBA, ça ne doit plus jamais se produire, et on ne va pas vers voilà, une espèce d'apaisement, d'un dialogue, et je regrette que les joueurs ne soient pas plus impliqués. Et il y a aussi une sorte, chez nous, de paradoxe, tu le disais Stéphane, on aime le foot, le vrai foot, la passion, et on se réjouit pour des sous-compétitions comme la Ligue des Nations. Je vous rappelle que la France a gagné la Ligue des Nations, c'était comme si on descendait les Champs-Élysées. On doit aussi nous remettre en cause. On est multiples, et alors quand même, pourquoi on se réjouit de la Ligue des Nations? Parce que le seul moment hors Euro où on a vibré pour l'équipe nationale, ça a été ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 gros matchs contre la Belgique, contre l'Espagne. Des matchs qui n'étaient pas gagnés à l'avance, qui avaient une vraie incertitude. Quand on doit regarder France-Azerbaïdjan ou Kazakhstan-France ou France-Île Féroé, évidemment, on a du mal à se passionner. Donc on est vraiment quand même dans ces problématiques-là. Et un mot sur un modèle que je connais bien avec les championnats d'Angleterre, pourquoi ce championnat reste passionnant alors que c'est le championnat peut-être le plus libéré au sens libéral du monde. Il est passionnant parce que les écarts de budget restent maîtrisés. C'est ça le paradoxe, c'est que vous avez des super riches en Angleterre, mais le moins riche du championnat a un budget 5 fois inférieur au plus riche du championnat. En France, l'écart est de 1 à 20, à 1 à 30, à 1 à 50 avec le Paris Saint-Germain qui ultra domine la compétition. Donc en Angleterre, on continue quand même d'avoir une vraie compétition. Un club comme Liverpool, un club comme Manchester United, même Manchester City, n'est jamais tranquille, ne peut pas se dire je vais aller à Burnley, je vais aller à Norwich et je vais passer un après-midi avec mon équipe réserve à enfiler les buts. Ça n'existe pas. Donc voilà, tout ça est au cœur de nos réflexions et de nos débats. Oui, mais au-delà du budget, il y a aussi une sorte d'ADN et de philosophie de jeu, c'est-à-dire que Burnley se dit pas Manchester City arrive, je vais en prendre 5, je vais mettre à 10 derrière pour en prendre que 2. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont menés 2-0 et ils continuent d'attaquer. Mais aussi parce que c'est un pays, ça pourrait faire l'objet d'un podcast en soi, c'est un pays peut-être où la défaite est vécue moins dramatiquement qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'humour. On parlait tout à l'heure des fans de Newcastle, il faut avoir beaucoup d'humour pour être un fan de Newcastle quand même. Ils ont pris et ils continuent d'en prendre. Là, ils gagnent pas un match en ayant des investisseurs. Ils peuvent descendre en deuxième division alors que ils ont un mercato XXL qui s'annonce. C'est exact. Voilà, tout est là, Adrien, et ils en riraient parce que l'autre jour, il y a eu un chant dans le stade, par exemple. Il se faisait chambrer, je ne sais plus quel match c'était, il disait vous êtes super riche et vous allez descendre. Et donc il chantait ça aux supporters de Newcastle. Et que ce qu'ont chanté les supporters de Newcastle, la réponse, nous sommes super riches et nous allons descendre. Voilà, donc il y a cet humour-là quand même qui est à noter. Sur le football de sélection, alors c'est vrai qu'on en a parlé, quelle serait la solution? Parce que voilà, on dit la Ligue des Nations, 2 continents, c'est trop, on n'en veut pas. La Coupe du Monde tous les 2 ans, on n'en veut pas, mais est-ce qu'il y a une solution? Ouais, moi je pense que parmi ce qu'a pu dire Arsène Wenger, qui a été rejeté justement sur la Coupe du Monde tous les 2 ans, je pense que son principe de rassembler vraiment sur une période donnée les matchs de sélection, faire vraiment un gros bloc de 3 semaines pour éviter un éparpillement et quelque chose qui frustre les gens aujourd'hui, c'est-à-dire un mois de club, 15 jours de sélection, c'est un rythme que les supporters de club n'adhèrent plus. Je pense qu'il faut mettre ça sur la table, et puis moi j'aime bien ce charme quand même de pouvoir voir l'équipe de France se déplacer aux 4 coins de l'Europe. C'est un des rares sports où on a encore ce principe de David contre Goliath. Alors forcément ça gagne pas toujours, mais voilà, je trouve que c'est ce qui fait la beauté du truc, ça nous permet de découvrir des pays, et puis je pense que ces pays-là ils progressent en affrontant
Les Bleus, voilà, on va citer par exemple Gibraltar qui se retrouve dans le groupe C de la Ligue des Nations, voilà, bravo à eux. Mais je pense que ça fait partie de la beauté du football justement de pouvoir voir toutes ces équipes s'affronter. Et puis on adore savoir si l'avion de l'équipe de France pourra se poser à l'aéroport des îles Féroé. C'est toujours aussi un moment de suspense intéressant. Mais le football défend la planète, hein. N'oubliez jamais ça quand même. Mais Stéphane, là, typiquement, toi qui es commentateur, c'est la même passion de commenter un match de sélection entre la France et Gibraltar ou le Kazakhstan, où tu vas prendre quand même beaucoup plus de plaisir à se dire, bon bah, un France-Belgique, c'est quand même plus intéressant et je préfère ça, quoi. Moi, je vais être très franc, Florent, parce que j'ai peu commenté le football de section. J'ai fait des grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, la Copa América, l'Euro, la Coupe du Monde. Bon, ça, c'est des moments extraordinaires, où que ce soit et quel qu'il soit. J'ai peu pratiqué les matchs entre les grandes et les petites nations, donc j'ai pas un recul suffisant par rapport à ça. Moi, je m'ennuie en tous les cas. Clairement, pendant une trêve internationale, je m'ennuie. Alors, moi, je m'ennuie pas parce que j'en profite pour faire autre chose que de regarder du foot, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut sans doute faire. Mais je trouve que l'exercice est un peu vain. Et je suis d'accord avec Adrien, je trouve que l'idée de regrouper les matchs de sélection dans des fenêtres pourrait effectivement relancer... Alors je suis pas non plus pour qu'on exclue les petites nations, c'est pas bon, c'est pas l'objet de mon débat, mais je trouve qu'aujourd'hui les éliminatoires des grandes compétitions nationales n'ont quasiment plus aucun sens, quoi. Et ça permettra aux sélections de travailler plus sur la durée, de proposer donc une sorte de cohésion et vraiment un style de jeu, alors qu'une semaine éparpillée tous les mois, c'est plus compliqué. Exactement. C'est ça, mais comme on parle des réformes, par contre, pour le coup, ce qui va se passer au mois de mars avec les barrages de la zone Europe et le Portugal, l'Italie qui vont sans doute se croiser, ça pour le coup, je trouve que c'est plutôt une formule intéressante. Forcément, quand on n'est pas concerné, quand on est neutre, c'est un vrai plaisir. Bon courage à nos amis italiens et portugais pour ce qui s'annonce. En tout cas, Gianni, si tu nous écoutes, là, t'as du matos pour faire ta réforme. Hein. Un petit coup d'œil à la VAR, alors qu'on déteste la VAR d'habitude ici, mais là on l'aime bien. La VAR de l'UEFA n'a rien à dire, non. Quel talent. Il est elle bon. Elle ne touche pas au règlement, elle ne touche pas à la Super League, elle n'en veut pas. Très bien. Très courageux la VAR, hein, comme d'habitude. Alors moi je vais vous faire un petit tacle sur l'année du foot français qui a été encore extraordinaire, hein. Vous savez les dirigeants du foot français, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors nous avions commencé l'année avec donc la faillite d'un diffuseur au milliard, vous savez le milliard de Mediapro qui était parti et Canal avait récupéré donc la Ligue 1 pour quasiment rien. Puis nous avons eu Amazon qui a débarqué et qui a eu donc le même nombre de matchs que Mediapro, mais pour 3 fois moins cher. C'est magnifique, c'est le juste prix. Puis après nous avons eu le feuilleton Messi. On s'est dit ça y est, la Ligue 1 revient, ça va être formidable. Et puis après nous avons eu les stades, les violences dans les stades avec des jets de bouteilles sur des joueurs, des invasions de terrain. Puis donc le dernier incident en date sur la Coupe de France, donc au stade Charletti avec le match Paris FC Lyon qui a été interrompu. On ne sait même pas si ce match va pouvoir reprendre puisque dans le calendrier ça va être très compliqué. Et nous avons un président qui n'existe pas, qui n'intervient pas. Et finalement, tous ces incidents mis bout à bout montrent quand même une image du foot français terrible, et le foot français ressort de cette année 2021 absolument lessivé. Alors certes, il y a la victoire en Ligue des Nations, mais je ne suis pas sûr que dans la boîte à trophées ce soit formidable. Mais voilà, l'image de marque du foot est quand même bien atteinte. Mais bon, comme diraient certains, c'est pas très grave, puisque comme personne regarde la Ligue 1, puisque personne n'est abonné à Amazon, c'est pas très grave. Voilà, Adrien. Non, c'est vrai que sur le constat que tu énumères, le principal doute, c'est sur ce qui se passe dans les stades. C'est vrai que le retour devait être une très belle fête. Ça l'a été. Franchement, on a vécu de très beaux moments en tribune. Franchement, il y a des ambiances qui restent en France incontournables. Franchement, Lens, même s'il y a eu des débordements, tu vois. Le Vélodrome, la Méno, les Ultras du Parc, tout ça. Et forcément, ce qui se passe, parce que ça revient chaque week-end. Alors, je pense qu'il y a toujours eu des incidents. Hein. Il y a eu le pétard sur Anthony Lopez. Il y a eu l'envahissement à Bastia-Lyon, mais comme c'est plus fréquent, et surtout on a l'impression que certains s'en servent de défouloir. Voilà, ils ont été confinés pendant un an et demi. Et ce que je me suis dit lors de Paris FC Lyon, c'est que même sur un 32e de finale à Charletti, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire que même là, tu sais que, et là on découvre des éléments, des hooligans lyonnais, des ultras du PSG concernés aussi. On a l'impression qu'il y a un grand fourre-tout.
le problème, c'est que j'ai l'impression que personne veut trop prendre la responsabilité de soit trop sanctionner, soit vraiment instaurer un dialogue. On avait vu une petite percée avec Pablo Longoria qui a dit il faut qu'on se mette autour de la table, mais depuis il n'y a pas eu de véritable avancée, et c'est vrai que malheureusement sur ce qui se passe dans les stades, on va aller vers le tout répressif, alors que voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui vise vraiment les grosses sanctions individuelles, parce que voilà, les groupes d'ultra ont été assez réprimés ces derniers temps, et les clubs en ont besoin pour vivre. Donc c'est vrai que pour 2022, on espère que voilà, on trouvera enfin un terrain d'entente, parce qu'il y a du travail qui est fait par des associations de supporters, par des avocats, par la Ligue, mais c'est vrai que depuis 5 mois, je crois que sur Amazon, il y a dû avoir 6 ou 7 matchs interrompus, c'est beaucoup trop, quoi. Oui, puis on se dit que s'il y avait eu des sanctions fermes dès Nice-Marseille, on n'aurait peut-être pas vécu là, cet automne terrible. Stéphane ? Ouais, alors après, c'est un mal endémique, hein. C'est la violence dans la société, la violence dans le football qui se manifeste tous les week-ends, partout en France, dans les petites divisions, dans les matchs de jeunes. Et à un moment donné, ça remonte. C'est une culture. C'est peut-être pas dans le sujet, mais je vais vous faire part puisque je suis là pour ça, peut-être, pour faire part d'une expérience personnelle. J'ai commenté il y a quelques années pour Canal le Lyon, le Saint-Étienne-Lyon gagné par Lyon à Geoffroy Guichard 5-0, avec le jour où Fekir sort son maillot et chambre les supporters stéphanois. Et j'étais en direct dans un stade que je sentais justement au bord de l'explosion. Et il y avait une espèce il y avait un climat de haine dans ce stade qui n'était pas normal, et je sentais qu'il pouvait se produire quelque chose de très très grave ce soir-là. Et donc spontanément, parce que je le sentais comme ça dans mon commentaire en direct, j'ai beaucoup critiqué le geste de Nabil Fekir, et mon consultant Eric Carrière a abondé tout à fait, enfin on était évidemment de la même opinion. On s'est fait évidemment matraquer, et on continue de l'être à chaque fois que ce but-là est remontré. Mais parce que je pense qu'effectivement la prise de conscience elle n'est pas là. Ce soir-là, on a frôlé, alors, bien heureusement il y a eu un envahissement de terrain, et après ça s'est arrangé, le match a été terminé, etc. Mais il y avait déjà ces prémices-là, et déjà cette inconscience collective qui voulait qu'on chambre. Non, on chambre pas. Il y a des différences. Il y a très longtemps en Angleterre, j'ai aussi commenté un Manchester City-Arsenal, Adebayor marquant un but pour Manchester City, et Alain Chambré, il a été suspendu très sévèrement tout de suite. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre le mal à la racine, et il faut être immédiat et très fort dans la sanction. Et se dire qu'aujourd'hui, on est en train de reparler de mettre des filets devant les tribunes, c'est effrayant. Hier, je commentais donc Tottenham-Liverpool, où les supporters de Tottenham sont à 2 mètres de la pelouse. Il y avait une ambiance magnifique. C'est comme ça qu'on a envie de voir le football. Donc c'est effectivement un mal qui doit être pris en main, mais de façon très très active par les dirigeants. Et Florent a raison, le président de la Ligue, c'est pas Louis XIV sur son trône à distance qui donne ses consignes. Il doit être sur le terrain, il doit être au mastic, comme dirait Moscato. Adrien ? Non, mais tu as tout à fait raison, Stéphane, et pour élargir un peu le débat, qu'est-ce qu'on peut espérer finalement en 2022 pour améliorer le football français ? J'ai l'impression qu'avec la crise Mediapro et le fait que voilà, les clubs ont été un peu ont eu l'appât du gain, ils ont pris conscience que c'était plus possible finalement, et de bien mieux travailler sur le terrain, sur le plan du jeu. Et on a vu des équipes commencer vraiment à sortir. On a vu le RC Lens qui a fait de bonnes choses, même Nantes, voilà, quand Comboiré est arrivé, j'étais le premier sceptique, je me suis dit c'est un pompier de service, ça va se fracasser la gueule. Aujourd'hui, son Nantes est cohérent, ça joue bien. Du coup, je me dis que voilà, les entraîneurs, tout ce petit monde s'est rendu compte que dépenser des millions pour des joueurs, c'était plus forcément possible à chaque instant. Et du coup, on a des équipes qui jouent de mieux en mieux. Je trouve que le niveau homogène de la Ligue 1 a progressé. Certes, tout n'est pas parfait, mais par exemple, on peut voir que ça a des répercussions sur la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clubs aujourd'hui qui sont en bonne position pour aller loin. Donc, notamment en Europa League, où voilà, il est grand temps qu'au XXIe siècle, une équipe française gagne une Coupe d'Europe. Donc, je me dis qu'avec Monaco et Lyon, on peut avoir de belles opportunités. Marseille et Rennes, alors certes, c'est que la Conference League, mais commençons par cette compétition entre guillemets de bas étage pour se refaire une santé. Et voilà, c'est un peu le message d'espoir que j'ai pour 2022. Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on parle depuis le début de saison des violences, des incidents, et on oublie presque de dire qu'on a peut-être un des plus beaux championnats de notre histoire. Alors ça atteint pas le suspense de la fin de saison dernière où 3 équipes pouvaient être championnes, mais là on a du beau jeu, on a du suspense, on a des clubs qui sont à la fois en crise et puis après ils ont un sursaut, au-delà du PSG intouchable, mais on a des beaux matchs. Il a donné un mot-clé tout à l'heure, Adrien, c'est homogénéité, et c'est vrai que c'est ça qui rend ce championnat passionnant. Alors il y a le PSG qui est hors classe, qui est extrêmement décevant d'ailleurs, mais qui est hors classe, et puis derrière effectivement c'est un championnat homogène. Est-ce qu'il est de très haut niveau ? Moi j'ai quand même des doutes. Et
je suis ravi, hein, comme vous tous, des performances des clubs français en Coupe d'Europe, notamment du parcours de Lille, qui je pense doit être valorisé, parce que ce qu'ils ont fait, c'est pour le coup, c'est très fort. Je suis plus sceptique sur Lyon, par exemple, j'ai commenté pas mal de matchs de Lyon, ils étaient quand même dans un groupe en bois. Mais enfin, on a connu beaucoup de saisons face à des adversaires en bois où ça se passait très mal, donc réjouissons-nous quand même effectivement de cette lueur d'espoir. Mais il y a des sujets structurels, hein, y a le conjoncturel qui est plutôt plaisant, même s'il y a tous ces problèmes de violence, puis il y a le structurel, et le structurel est lourd, et on est loin d'être sorti des soucis, me semble-t-il. L'Avare. Mais j'ai une question, qu'est-ce qui fait que lors de Tottenham-Liverpool hier, les gens donc en bord de terrain, qu'il n'y ait aucun dérapage, qu'il n'y en ait plus? Est-ce que c'est culturellement c'est beaucoup moins admis? Est-ce qu'ils ont réglé le problème il y a une dizaine d'années? Est-ce que c'est grâce au prix des places? De quoi on pourrait s'inspirer de ce qui se passe en Angleterre? Parce que c'est quand même le berceau du hooliganisme, l'Angleterre, quelque part. Oui, et puis les problèmes de violence demeurent, je crois, dans les divisions. Moi, je connais pas bien les divisions inférieures, mais on me dit qu'effectivement, ça continue d'exister. Évidemment, il y a une différence de culture, c'est tout. Déjà, par exemple, quand vous êtes dans un stade et que vous vous comportez mal, votre voisin va pas se barrer, il va vous réprimander. C'est une espèce d'autorégulation entre les citoyens qui s'opèrent. Il y a eu des mesures très très fortes de prise. Un supporter qui se comporte mal dans un stade, il est sorti immédiatement par les stadiers. Donc il y a aussi l'argent, effectivement. Ils ont augmenté le prix des places et ils ont sans doute, de ce point de vue-là, mis des barrières, mais il me semble quand même, moi quand je vais à Liverpool, j'ai pas l'impression que c'est que les cadres supérieurs qui sont au stade, hein. Ça reste un sport éminemment populaire, et j'ai pas souvenir d'un seul incident à Anfield depuis que j'y vais, quoi. Enfin, on cite beaucoup l'exemple anglais. Enfin, il y a un club français qui a résolu tous ces problèmes, c'est le PSG. Hein. C'est le PSG, tout à fait. Et en ayant quand même une solution assez radicale. Oui, voilà. Mais peut-être que la solution radicale, elle est indispensable pour s'acheter la paix dans le stade. De toute façon, je pense que il y a beaucoup de clubs. Je ne sais pas si Adrien en parlait tout à l'heure de façon sous-jacente, mais il y a beaucoup de clubs qui sont prisonniers de leurs ultras. C'est-à-dire que Nice, par exemple, il y a une espèce d'alliance objective entre les dirigeants de Nice et leurs supporters les plus fanatiques, qui sont quand même des gens violents, racistes, qui ont beaucoup de défauts. Pas tous, évidemment, hein, mais dont une frange est comme ça. Mais par exemple, l'exemple de Nice, quand il s'est agi pour River et Fournier de revenir au pouvoir via Ineos, ils ont utilisé les supporters avec des banderoles clairement racistes pour les actionnaires chinois de l'époque. Donc cette alliance-là, elle pose problème quand il s'agit après d'être coercitif vis-à-vis d'eux, de leur mettre la pression. Donc il faut sortir de ça. Et je pense qu'à Lyon, c'est en train d'être un peu mis à jour, mais les relations aussi entre la direction lyonnaise et ses supporters les plus fanatiques est une relation qui est douteuse. On peut pas nourrir quelque chose de fort sur la durée et de sain surtout avec ce type d'alliance. Moi, je suis pas sûr que je vais pas me faire encore des amis, mais je suis pas sûr que les ultras ce soit indispensable au football. J'en suis pas sûr. Ça me paraît pas être un îlot de bonheur assuré pour le football. Et une remarque. Alors, qui va complètement à l'encontre peut-être de tout ce qu'on pense tous du foot, parce qu'on aime ce rapport populaire au football, mais le niveau de jeu du football n'a pas souffert des matchs à huis clos. C'est ça le paradoxe. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été, d'un point de vue de la performance, très, très au niveau des précédents, peut-être même supérieur, sans qu'il y ait personne dans les stades. Donc il faut la qualité du jeu n'est pas dépendante, contrairement à l'image qu'on a un peu facilement de cela, me semble-t-il. Hein. Peut-être que je suis sur une fausse piste, mais en tout cas, ça me pousse, ça m'intrigue. Et en tous les cas, un stade doit être un lieu de communion, d'échange, de partage, de joie, de bonheur, de plaisir, et surtout pas un lieu de violence. Non. Puis inspirons-nous tous du stade Louis II, surtout, où il n'y a jamais de problème. C'est ça. Non, pour te répondre, Stéphane, en ayant pratiqué une tribune ultra à Bordeaux pendant plusieurs années, je pense que moi, justement, j'ai besoin de ça, tu vois. Je peux pas aller au stade si je sais que il y aura pas cette ambiance-là. Mais en même temps, je suis pas aveugle, tu vois. Je trouve, j'ai déjà cité à Bordeaux l'exemple, ce qui est bon, c'est que lors de Bordeaux PSG, il y a un abruti qui a jeté un gobelet sur la pelouse après une célébration de but parisienne. Et tout de suite, les capots, les responsables d'ultra ont dit, on ne fait plus jamais ça. Et à chaque match, ils le répètent. Et ça, je trouve que c'est un message
c'est très bien, voilà. Pédagogique. Et après, il y a l'autre exemple, c'est celui du RC Lens après les incidents contre Lille. Le rapport entre les supporters à Bollaert et voilà, le club, c'est quand même quelque chose d'incroyable à Lens. Mais non, ils sont quand même allés à leur rencontre. Voilà, ils n'ont pas attendu de vraiment savoir qui a fait quoi. Ils ont dit, ok, maintenant, on va être beaucoup plus répressif sur les fouilles, les banderoles. Ça a un peu gueulé, mais du côté de Lens, voilà, on a pu voir que sur les dernières rencontres, ils sont revenus. Ils ont fait des huis clos contre 3 un vendredi, enfin des huis clos, des matchs à guichet fermé contre 3 un vendredi soir. Donc je pense que il est possible. Je pense que dans le cas de Lyon, ils ont fait ce qu'il faut faire là après le Paris FC, c'est-à-dire vraiment on va s'attaquer aux brebis galeuses. Mais ils ont peut-être attendu un peu trop longtemps. Dès Marseille, certes, c'était un acte isolé, mais voilà, on a pu voir que Jean-Michel Aulas a un peu déchargé de la responsabilité. Il a cherché à droite à gauche à attaquer d'autres personnes. Je pense que il fallait dès cet instant présent, cibler. Et je pense que c'était aussi le cas lors de Nice-Marseille. Ok, bon bah débat très intéressant. Nous allons passer aux célèbres minutes de bonheur en plus. Et alors là, ce sont des... on va peut-être mettre le... 2 minutes de bonheur en plus. Puisque Stéphane, nous recyclons ce jingle. c'est la phrase la plus recyclée de l'histoire du PAF. Hein. C'est vrai, voilà, très bien. J'espère que les droits seront à la hauteur. Les droits versés, je vais enfin être riche. Alors je vais vous demander de vous faire un peu le bilan de votre année avec quelques questions. Adrien, ta plus belle émotion de l'année devant un match de foot? Wow. Elle peut être une vision positive ou négative. Hein. Moi je veux dire d'un point de vue personnel le sauvetage des Girondins de Bordeaux, parce que quand ton club est sur le bord du précipice, que l'état on va dire financier, sportif est désastreux et que tu parviens à te sauver à la dernière journée en battant l'avant-dernière journée en battant Lens 3-0 et que c'est un soulagement parce que t'étais vraiment très mal embarqué, c'est aussi dire que même si t'es un grand club, si tu travailles mal, pour revenir un peu à Super League, t'es vraiment pas épargné. Et quand je vois Bordeaux-Saint-Etienne dans cet état-là, c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet encore pour la suite. Stéphane? Je cherchais pendant qu'il répondait, notre ami Adrien, et je sèche un peu. Moi, mes grandes émotions, là, quand on parle de l'émotion, c'est-à-dire quand les larmes viennent aux yeux, c'est les Jeux Olympiques cette année, plus que le foot. J'ai pas souvenir en 2000. Bon, après, j'ai une année personnelle particulière, évidemment, mais en 2021, donc j'ai pas une émotion qui sur le plan footballistique, déborderait les autres. Alors, j'ai eu plus le temps de réfléchir, du coup, moi j'en ai beaucoup. Non, pareil, c'est les JO, c'est les finales des Sportco. On a eu un samedi et un dimanche complètement incroyable avec le handball, le volley, le basket, c'était fabuleux. Et non, pour le sport, bien que la saison de Strasbourg a été sauvée, ça n'a pas été une grande émotion parce qu'on a ni tremblé ni exulté quand ils se sont maintenus la dernière journée. Non, par contre, si ça peut être négatif, le 8e de finale. Ah, mais j'allais en parler, moi c'est mon choc. Bah oui, c'était terrible. Ah oui, je m'en suis toujours pas remis. C'est un choc émotionnel aussi, t'as raison. C'est terrible. D'une autre forme. Un 3-1, c'est imperdable quoi. À 10 minutes de la fin. Ouais, avec 20 minutes comme ça, entre le doublé de Benzema, l'arrêt de Lloris sur penalty et le but de Pogba. Est incroyable. On se pensait invincible et non. Ouais, non, ça c'était terrible. C'était terrible. Le match de l'année, est-ce que vous vous souvenez d'un match? Moi, je peux commencer parce que c'est un match que j'ai commenté et parce que c'était un événement rare. Alors, c'est pas un événement français, mais c'est la victoire de Liverpool à Old Trafford 5-0. Ah oui. Je suis cette rivalité-là depuis des années et des années. J'avais assisté il y a 12 ans et commenté il y a 12-13 ans la victoire déjà de Liverpool 4-1 à Old Trafford et on disait que c'était quelque chose d'unique et de rare. Alors qu'ils soient capables de remettre ça et dans ces proportions-là, c'était un moment incroyable. Thomas, je pense en fin d'année dernière, le Lyon-Lille ou Lille-Lyon, je sais plus où Bourak faire un Lyon-Lille ou faire un doublé, je crois, si je dis pas de bêtises, et réduit les chances de Lyon pour la Champions League assez drastiquement. C'est le match. C'était un gros match. C'est le 3-2 à la victoire de Lille, 3-2 à Lyon. Voilà, c'est ça m'avait beaucoup plu. C'est vrai que celui-là était pas mal. Je vais citer un petit match de Ligue des Nations quand même, le Belgique-France et ce retournement de situation. Certes, c'est que la Ligue des Nations, mais quand on était quand même très très mal embarqué. Et c'est vrai que je sais pas si ce sera une prochaine question, mais parmi les coups de cœur, c'est le retour de Karim Benzema, quoi. Retour de Karim Benzema en équipe de France, parce qu'on s'est dit s'il revient et qu'on paume à l'Euro, on va lui mettre ça sur le dos. Et non, lui, il était vraiment intouchable. Et même, il continue à être excellent. Donc très heureux d'avoir pu voir Benzema revenir sous les couleurs des Bleus. Moi, c'était le France-Allemagne de l'Euro, où j'étais plein d'espoir. Et puis nous avons même fait ce podcast après, on a dit on va gagner l'Euro. Parce qu'il y avait tellement une solidité dans cette équipe de France. Je suis complètement d'accord avec toi, Florent. On s'est dit, c'est fait, quoi. Et voilà, bon. On va marcher sur l'Euro. On va marcher sur l'Euro. Enfin, certains, mais il a été viré. Voilà, Olivier Perrault, on te salue. Renvoyé expressément, comme on dit.
Et je vais vous demander une dernière question. Le joueur de l'année, Ça, c'est selon vous, pour moi, c'est simple. C'est Kylian Mbappé, 3 longueurs devant tout le monde. D'accord. Si j'élargissais à l'échelle internationale, j'évoquerais évidemment Lewandowski, privé de façon très injuste pour ma part du Ballon d'Or, et puis Mohamed Salah, qui est un génie pas assez célébré, mais ce que fait Mbappé, encore une fois, à son âge, et surtout par rapport à l'année qu'il a vécue et la capacité qu'il a à assumer à tout moment, dans l'adversité, lorsqu'il est attendu, avec une intelligence situationnelle, relationnelle complètement prodigieuse avec une maturité absolument incroyable. Donc moi, le joueur, je le trouve formidable, j'adore, c'est un régal de voir ce garçon évoluer, et puis le voir également évoluer dans la sphère sociale, au bémol près, c'est que je trouve qu'il est un peu trop, pour moi, compatible avec le football circus. Il est totalement dans les règles, et j'aimerais parfois qu'il soit un peu plus, et peut-être qu'il le sera avec le temps, peut-être que c'est sa jeunesse pour l'instant qui l'empêche d'être un trublion aussi de ce monde-là, mais chapeau l'artiste. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir comme mère Véronique Rabiot en même temps. Ouais, c'est vrai que là, les exemples qu'a cité Stéphane sont très bons. C'est vrai que le retour en force de Mohamed Salah m'a bluffé en un point de vue individuel et même collectif. J'ai vu un Salah rayonnant. Je sais pas si tu te souviens de ce match à Norwich. Une passe qu'il livre pour Mané de l'extérieur du pied. C'est ce genre de geste pour quand même football. Et justement, j'ai commencé à parler de Benzema, mais c'est un joueur coup de cœur de Ligue 1 parce que voilà, on est un podcast qui aime ce championnat. Et TJ Savanier, parce que franchement, c'est un joueur qui est un peu à part. Il pourrait sans doute être beaucoup plus haut aujourd'hui. Il pourrait jouer la Coupe d'Europe sans problème. Il est resté à Montpellier, même en l'absence de Delors et Laborde, il continue de régaler. Donc j'aime beaucoup TJ Savanier. J'espère en 2022 le voir au moins une fois en équipe de France. Alors, quand vous parliez des grands sujets de honte du football français de cette année, il y a évidemment, puisque tu parles de Savanier, l'incapacité à envoyer une équipe au JO compétitive en football. C'est vrai qu'on c'est aurait une pu grande honte. Ça, c'est peut-être le point central de la honte du football français. Thomas, alors il va nous citer un Strasbourgeois. Non, j'aurais dit pareil que Stéphane, donc c'est très compliqué. Si tu veux, je dis Ludovic Ajorc, il est merveilleux. Il est prêt de battre un record de nombre de buts inscrits dans une année civile. C'est Ah bon ? pour Strasbourg, D'accord. bien sûr. Pour Strasbourg. Pour 20 le buts. district d'Alsace, c'est un record en tout cas. Chez nous, c'est pas mal. Et toi, Florent, est-ce que t'as Alors, moi, j'aurais bien voulu citer Mbappé, j'aurais bien voulu citer même Gaëtan Laborde, mais je vais vous citer quand même Sergio Ramos, qui est un génie. C'est-à-dire qu'il a réussi à négocier un contrat pour jouer en 6 mois, 2 mi-temps. C'est quand même extraordinaire, donc bravo à lui. Et vraiment, son agent, c'est un génie, je tiens à le dire. Voilà. Mais il n'est pas venu à Paris pour l'argent, pas du tout. Non, pas du tout. Non, il est pas pour du le projet sportif. Bien sûr, tout à fait. Voilà, en tout cas, dans cette année présidentielle où on va parler beaucoup de temps de travail, je pense que la contribution de Sergio Ramos pourrait être intéressante au débat public. Et Neymar aussi, Neymar. c'est le mi-temps le plus rémunéré au monde, et de très loin. Et voilà, et Messi, on salue Messi qui nous éblouit. Moi, ça fait des impôts, tout ça. C'est bien. Voilà, tout à C'est bien. oui. Bah à oui, fait. concrètement, oui. Ça fait des écoles. Voilà, nous avons un peu dévié. C'était une blague, mais je suis d'accord avec toi. Mbappé et Karim Benzema sont quand même les 2 joueurs français de l'année. Karim Benzema, avec toutes les critiques qu'on pouvait apporter sur son niveau de jeu en équipe de France avant, là a prouvé que c'était un super joueur avec un super état d'esprit. Et ça va contre l'idée. Souvent, on dit que les joueurs qui émergent jeunes ne durent pas. Lui, il a émergé, il avait 17 ans, et il en a... il en a 35 aujourd'hui, c'est ça ? Oui, 35 ans. Et il vient de les avoir d'ailleurs. Et... Attends, 34, parce qu'il... C'est ça, 34, il est de 87, 87, c'est ça, la fameuse génération 87. Voilà, il a eu 34 ans. Et il est, puisqu'il est meilleur que jamais, je sais pas, mais il est toujours très très fort. Merci, messieurs. C'était un plaisir. Je remercie encore une fois Stéphane d'être venu. Toujours un Vraiment, grand plaisir d'échanger avec vous. c'est adorable. Tu nous as accompagnés tout au long de ce podcast qui est né pendant l'Euro. Merci Adrien. Merci Florent, merci pour à tous. ta solidité dans les stades, le seul qui connaissait le football, en vrai, disons-le. Le seul qui bosse. Le seul qui bosse, voilà. Et notre ami Thomas Bourgeois-Muller, parce qu'il ne s'appelle pas Strasbourgeois, Et oui, tout à il fait. s'appelle Bourgeois. Ça en étonnera Vraiment. certains, mais oui, merci. Merci pour tout. On salue donc encore une fois Julien Rebucci et Emmanuel Durger et Saïd Maran qui était venu aussi nous voir. Nous reviendrons pour les grands événements, puisque vous savez que maintenant il y a la politique et la présidentielle, c'est sérieux, et c'est plus sérieux que le foot. Donc nous allons nous mettre sur pause.
Mais vous pourrez suivre Adrien qui taclera encore tous les lundis sur le site du Point. Et merci à nos chefs qui nous ont fait confiance quand même, qui nous ont jamais censuré. Jamais. Sauf une fois. Enfin bon, je préfère pas le dire. Merci beaucoup. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bonne À fête. bientôt. Le Point.